Je vous remercie d'abord d'être venu jusqu'à nous, et notamment pour nous aider à faire justice d'une légende dorée qui voulait que l'armée d'armistice ne se livrât point à cette épuration technique remise en honneur, si j'ose dire, il y a peu, car nous allons en parler tout à l'heure, vous allez être viré de l'armée. Et c'est quelque chose qu'il faut tout de même rappeler. Vous êtes polytechnicien, vous êtes officier d'active, et vous êtes capitaine au moment de la déclaration de la guerre, affecté au groupe d'aviation de reconnaissance 135 dans le nord de la France. À la défaite, vous vous trouvez à Perpignan, vous recevez l'ordre de regagner Alger, avec votre unité, plutôt de gagner Alger, puisque vous n'en venez pas. Gagner, oui. Vous songez immédiatement à gagner Gibraltar pour rejoindre Londres. À cette époque, lorsque l'armistice est signé, lorsque De Gaulle lance son appel à la radio de Londres, quel est votre état d'esprit? Quelles sont vos réactions? Bon, j'ai entendu l'appel à l'armistice de Pétain le 17 à Perpignan et j'en ai été choqué. Lorsque mon groupe d'aviation a reçu l'ordre de passer en Algérie, dans les jours suivants, ça m'a convenu absolument et je pensais que, d'une manière ou d'une autre, je chercherais à continuer la guerre si c'était possible. Lorsque mon groupe a atterri à Alger, j'avais à ce moment-là décidé avec un camarade, pilote, qui s'appelait Dalmont, que nous essaierions d'aller à Gibraltar. Mais la campagne avait été très dure, nous avions eu une campagne disons de 10 juin 40 du 10 mai 40 au mois de juin, très fatigante, et nous avons fait une faute, nous avons pris une nuit de repos. Le lendemain matin, nos avions n'étaient plus en état de voler, et nous avons été dans l'impossibilité de mettre notre projet à exécution, de nous rendre à Gibraltar. Alors nous avons passé à ce moment-là quelques semaines, quelques mois, 2 mois je pense, à Alger, à pratiquement ne rien faire, et j'ai demandé d'être remis à la disposition de mon arme d'origine, l'artillerie, et si possible au Maroc, ce que j'ai obtenu. Et je suis donc arrivé au Maroc avec l'idée que de là je pourrais plus facilement gagner Gibraltar et Londres. Je n'avais pas entendu l'appel du général de Gaulle, je ne l'ai jamais entendu d'ailleurs, mais on en a parlé à ce moment-là. Bon, je savais très bien qui était le général de Gaulle, parce que nous avions été dans la même garnison à Metz, et il avait commandé un régiment de chars qui était caserné juste en face du quartier où mon propre régiment se trouvait. Donc ça ne posait pour moi aucun problème, si ce n'est un problème physique de me rendre à Londres. Ce qui s'est montré une chose extrêmement difficile. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer De Gaulle physiquement, j'entends, à Metz, lorsqu'il était en garnison? Je crois, mais je n'avais pas eu avec lui de conversation privée particulière. Donc je n'ai aucun souvenir du général de Gaulle à Metz. C'était un nom. C'était plus qu'un nom, parce que ces livres étaient connus. Et à l'époque où j'étais à Metz, je faisais partie des curateurs de la bibliothèque du cercle militaire, et j'avais fait acheter ces ouvrages que je connaissais bien. Vous êtes à Fès, au Maroc. Alors, au Maroc, cette époque, quelle est l'ambiance, quelle est au Maroc, l'atmosphère? je suis arrivé dans le courant du mois de août-septembre. J'ai été affecté à un régiment d'artillerie, le 64e, qui était stationné à Meknès. Je me suis donc présenté à Meknès au colonel Nardin, qui m'a affecté à un groupe séparé qui, lui, était stationné à Fès. Et à Fès, on m'a donné le commandement d'une batterie qui elle-même, à cette époque-là, se trouvait aux travaux de piste, c'est-à-dire dans le nord du Maroc, à comme le nom l'indique, des travaux matériels, des travaux de piste.
Je succédais là à Mirambeau, que j'ai retrouvé par la suite, et donc j'ai pris le commandement de cette batterie. Alors l'état d'esprit à l'époque était évidemment très contrasté d'un endroit à l'autre. Lorsque j'étais à Alger, l'état d'esprit était, comme à beaucoup d'endroits dans l'armée française, très désireux de continuer la lutte, en même temps qu'on se rendait compte que l'Algérie, n'ayant aucun moyen industriel, rien du tout, ça paraissait extrêmement difficile. Et puis il y a eu toute la propagande Pétain à jouer. L'armée s'est trouvée à la fois frustrée, mais en même temps exonérée de la défaite, d'autant plus que les bribes d'armée française qui ont rejoint l'Algérie se sont trouvées prises au milieu de l'armée qui, elle, n'avait pas bougé, qui n'avait pas été concernée physiquement par la défaite, et qui était au fond très heureuse de cette fin de partie, pour ainsi dire. Lorsque je suis arrivé à Meknès, l'esprit était assez désagréable. Comme vous savez, je suis juif, et être juif dans l'armée à ce moment-là n'était pas une chose bien agréable. J'ai donc pas aimé du tout l'ambiance de Meknès, où j'ai dû me défendre et rappeler à des officiers que je rencontrais au messes ou à d'autres endroits qu'il y avait des paroles que je ne tolérerais pas. En général, les gens se sont tus, mais enfin l'ambiance était très désagréable. Quand je suis arrivé à Fès, je suis resté très peu et je suis allé donc prendre le commandement de cette batterie dans le nord. Et j'y étais le seul officier à ce moment-là. Les sous-officiers de la batterie ont été absolument épatants, charmants. Ça a été une période au fond agréable en ce qui concerne ma vie personnelle. Toutefois, j'ai été prévenu de l'imminence de lois contre les Juifs. L'ambiance, d'ailleurs, me l'indiquait. Mais j'avais un ami qui se trouvait à Vichy et qui m'avait écrit. Et j'ai donc voulu donner ma démission. Je suis allé voir mon colonel qui m'a rassuré, qui m'a vraiment, avec beaucoup de cœur, rassuré en me disant « Mais non, ce sont des paroles, ce sont des choses qu'on donne aux Allemands pour leur faire plaisir. Ça ne peut évidemment pas vous concerner, il n'en est absolument pas question. Il n'est pas question que vous me donniez une lettre de démission, rien. » Et puis les lois antisémites ont paru et j'ai donc dû quitter l'armée. J'ai été très entouré par les deux officiers que j'avais à ce moment-là à Fès, où j'étais revenu pendant l'hiver. C'était les lieutenants Bossin et Rochelet. Bossin est devenu général par la suite, et tous mes sous-officiers, tous ces gens-là m'ont entouré d'une façon absolument parfaite. J'en ai gardé un souvenir excellent. Ça se passait en avril 41. Comment ça se passait? Mon départ de l'armée s'est passé en avril 41. Et je dois dire qu'ils m'ont fait une conduite magnifique. Je vous dirais que quand j'ai quitté mon hôtel pour aller prendre le train tout bonnement, parce que je quittais Fès, je ne voulais pas rester à cette ville où j'avais rien à faire, j'ai trouvé en bas de chez moi une calèche avec un cocher, et puis tous mes deux officiers, tous mes sous-officiers à cheval, qui m'ont conduit comme on conduisait autrefois le président de la République dans sa calèche à la Daumont, qui m'ont amené à la gare comme ça. Enfin, c'était extrêmement touchant. Mais sous quelle forme vous a été notifiée cette éviction? Ça m'a été notifié par mon colonel qui m'a fait venir, qui m'a dit ses regrets. On m'a remis un papier que j'ai perdu d'ailleurs, me disant que j'étais remercié en tant que juif. On donnait les motifs? Oui, loi sur les juifs. Et alors il y a eu naturellement des gens qui ont été compatissants, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y en a même qui ont été parfaitement idiots. Le colonel Nardin a été aussi gentil qu'on peut l'être, a été désolé. Son attitude a été parfaite. Mais comme je n'ai pas voulu partir honteux, je suis allé me présenter à Rabat au général qui commandait l'artillerie du Maroc. C'était un poste qui n'existe qu'au Maroc. C'était un poste administratif. Je suis allé voir le général Ronin pour me présenter, et tout ce qu'il a trouvé à me dire, il m'a dit « Oh ben maintenant vous allez être civil, vous allez gagner beaucoup d'argent. »
ce qui était ajouter une insulte, en fait, aux choses. Oui. Bon, j'avais évidemment toujours envie de partir, rejoindre des forces combattantes quelconques. À ce moment-là, tout de même, on savait que le général de Gaulle avait réussi à réunir quelques personnes autour de lui, qu'il était à l'ombre. C'était un dissident, comme on disait à l'époque. L'ambiance était, dans la vie civile dans laquelle j'entrais, n'était pas désagréable, pas spécialement désagréable. Les mesures contre les Juifs ont été atténuées dans toute la mesure du possible par le résident général au Maroc, le général Noguès, dont je ne sais pas exactement quels étaient les motifs réels, mais enfin il avait certainement des préoccupations politiques. Il ne voulait pas d'agitation, donc pas d'étoiles jaunes, pas de choses comme ça. Moi j'ai eu de graves problèmes parce que je n'avais pas d'argent, il fallait vivre, et je n'ai pas trouvé beaucoup de secours pour trouver une situation. Il me fallait manger tous les jours. Et qu'avez-vous fini par des... Alors j'ai fini par trouver, j'avais heureusement un lointain cousin qui était un garçon plutôt riche, agent de change de son métier, et qui, sentant la guerre venir dans les années précédentes, avait acheté une usine au Maroc. Et j'étais allé le voir, et puis nous avions toujours été en très très bons termes. Quand il a vu que je ne trouvais pas de situation, il m'a dit « Écoutez Jacques, je vous prends à Fedala dans mon affaire, vous me rendrez toujours quelques services. » Donc j'ai été chez lui avec la possibilité donc de vivre. Alors j'ai cherché naturellement à partir pour l'Angleterre, toujours par Gibraltar, qui était le point le plus proche. Alors j'ai eu deux tentatives qui n'ont pas réussi. Entre-temps, bien sûr, je m'étais mis en contact avec le consulat américain et je donnais au consulat américain les renseignements que je pouvais leur donner sur les mouvements de bateaux à Fedala. Enfin, c'était, si on veut, un réseau de résistance, mais on n'avait pas l'idée d'appeler ça réseau de résistance. Oui. C'était tellement rien du tout qu'on n'aurait pas osé se parer d'un tel nom. Enfin, ça a tout de même eu quelques ennuis, parce que tout ce réseau a été arrêté, presque. Il y avait à la tête un garçon qui s'appelait Oneil, qui était directeur général de la Shell au Maroc. Il y avait avec moi André Pélabon, que vous avez peut-être connu par la suite. Oui, tout à fait. Vous l'avez connu ? Oui. Oui. Enfin, il y avait ce genre de gens. Et moi-même, j'ai été arrêté par la police, qui ne m'a pas gardé. Je veux dire, je l'ai pris de très haut, et puis peut-être étais-je un peu protégé. Et j'étais assez insouciant pour plusieurs raisons. D'abord, je n'étais pas marié, je n'avais pas de femme, pas d'enfant, donc pas d'autres responsabilités à assumer que les miennes. Et j'avais le sentiment que si on me traduisait devant un tribunal militaire, mes risques étaient très faibles. Les membres du tribunal militaire, je les connaissais. Il y avait notamment un officier que j'avais connu à Metz, comme chef d'escadron, qui devait être colonel à cette époque-là, le colonel de Vinck. Je savais très bien qu'on ne me couperait pas le cou. Ça rend la vie quand même infiniment plus facile. Et puis, il m'arrivait de rencontrer tout de même, de temps à autre, ne serait-ce que dans la rue, des officiers d'un grade élevé, comme le général Vergès, des gens comme ça, qui ne me cachaient pas du tout que personne ne se soucierait beaucoup si j'arrivais à m'en aller. Enfin, c'était tout de même pas très 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 facile. Je vous trouve un peu modeste quand même, car il s'agissait d'un vrai réseau de renseignements, si je suis bien informé. Oui, bien sûr, mais enfin... Qui a fourni au consulat américain des renseignements certainement, très utiles. Mais c'était pas... Nous n'avions pas des risques énormes. Et puis, je ne sais pas jusqu'à quel point la police a poussé ses investigations, parce que quand on m'a arrêté, on m'a interrogé pendant 5 ou 6 heures, puis j'en ai eu assez. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais là? Vous m'interrogez comme quoi? De quoi m'accuser de quelque chose? Ou bien, non, pour le moment, vous êtes témoin. Je dis, bon, témoin, c'est parfait, mais 5 ou 6 heures d'interrogatoire, c'est beaucoup pour un témoin. Moi, je suis très fatigué, je m'en vais, puis je suis parti, on m'a laissé partir. Oui. Bon, le lendemain matin, il a fallu revenir, bien entendu. Mais ça s'est quand même passé dans une ambiance qui n'était pas du tout l'ambiance des poteaux d'exécution. Alors... voilà. Oui. Votre autorité et votre grade ont dû tout de même peser un peu dans la balance. Peut-être. Mais vous gardez toujours ce projet de partir. Je garde ce projet de partir. Il faut le concrétiser. Les Américains
ne sont pas très pressés, mais quand même, comme je suis observateur en avion, que le personnel ayant de l'expérience en matière aéronautique est peu nombreux, on me met sur une liste et un beau jour, on me dit le moment est venu de partir. Ça s'est passé de façon très très curieuse parce qu'en fait, la personne qui nous a pris en main réellement était, je crois, le consul ou un des consuls de Grèce à Casablanca. Alors on nous a réunis quelques-uns dans une ou deux chambres, et puis on nous a dit, vous attendez là les instructions. Alors notre départ a été très très amusant, parce que au beau milieu de la nuit, on nous a fait aller au port de Casablanca, et à un endroit qui était préparé par ces gens-là, nous avons pu entrer dans le port proprement dit. C'est-à-dire que le port était entouré, la zone portuaire était entourée d'un grillage, d'une grille, qu'on ne pouvait pas franchir, mais il y avait des portes forcément. Une porte s'est entrouverte, nous sommes entrés là. On nous a conduits par des labyrinthes, pas des labyrinthes, enfin c'était sur le sol, mais par un chemin compliqué jusqu'à un petit bateau, qui était un petit bateau portugais qui venait chercher du phosphate à Casablanca. Et nous nous sommes enterrés dans le phosphate qui était chargé dans ce bateau. Nous sommes enfoncés là-dedans, dans cette espèce de moitié poudre, moitié caillou. C'est pas agréable. C'était assez drôle. Et comme ça, les douaniers qui ont inspecté la cargaison ne nous ont pas vus ou ont eu la possibilité de ne pas nous voir, parce que ça, je ne le sais pas non plus. Et lorsque le bateau a eu quitté le quai, nous sommes partis sans encombre. Nous sommes restés dans notre phosphate pendant un moment, puis nous avons pu monter sur le pont. Mais c'était un voyage pas très confortable parce que c'était un petit bateau et toute la journée nous étions obligés d'être sous le pont pour ne pas être vus des avions que l'armée de l'air française au Maroc pouvait envoyer. Et puis au bout de 2 jours, nous avons été arraisonnés par une frégate anglaise. C'était un rendez-vous, bien entendu, et on nous a amenés à Gibraltar. Alors à Gibraltar, vous rencontrez qui? Alors à Gibraltar, c'est très amusant parce que à Gibraltar, il y a une mission française qui est là, il y a 1 ou 2 officiers qui se trouvent sur le quai quand nous arrivons. Nous sommes 5 ou 6 Français dans ce bateau. Alors on nous fait débarquer et à côté de ces Français, il y a un magnifique officier anglais superbe. Alors qui nous salue comme ça, comme font les Anglais, je le regarde bien, il avait une très belle casquette et dessus il y avait écrit Waterloo. On s'est trompé d'endroit, c'est une curieuse chose. Bon alors là, ça s'est passé très agréablement. On est rentré dans une vie quasiment militaire. La mission française qui était là nous a donné 4 sous pour avoir un peu d'argent de poche, nous a fait prendre une identité, comme un pseudonyme, parce que Gibraltar était une ville archi surpeuplée à ce moment-là. Outre beaucoup de troupes anglaises, il y avait tous les ouvriers de l'arsenal, et parmi lesquels plusieurs milliers d'Espagnols qui venaient tous les jours travailler depuis la Linéa qui est en face de Gibraltar. Et naturellement, il y avait beaucoup d'espionnage. Donc on nous a obligés de changer d'identité, et puis nous n'avions rien à faire que d'attendre. Et on nous a dit, vous attendez le prochain convoi qui reviendra d'Alexandrie ou de Malte, ou de je ne sais où, et on vous mettra sur ces bateaux. Et puis, j'ai eu la chance toujours... nous avons été interrogés, bien sûr, par le MI5 à Gibraltar. Ils étaient très renseignés, ils savaient parfaitement qui j'étais, connaissaient mon pédigré parfait. Et au bout de 3-4 jours, je me trouvais à la plage, en quelque sorte, c'est-à-dire au bout du terrain d'aviation, mais au bord de l'eau, en train de prendre un bain. J'ai vu arriver un sergent qui m'a dit est-ce que vous voulez partir ce soir pour l'Angleterre? J'ai dit oui. Un avion va y aller, vous en êtes, très bien. Et effectivement, le soir, à 10 heures, on est venu me chercher à l'hôtel. On m'a amené à cet avion. Alors, je me suis trouvé devant un Dakota, dans lequel il y avait d'énormes bidons à l'intérieur de la cabine. Et on nous a dit, voilà, vous partez pour l'Angleterre. Les bidons qui sont là, c'est de l'essence
parce qu'il y a des Junkers 88 qui se promènent la nuit dans la baie de Biscaye, donc l'avion va faire un très grand tour dans l'Atlantique, et le voyage sera long. Oui, c'est pas rassurant quand même. Hein. Bon, c'était surtout très inconfortable, parce que nous avions tous un gilet de sauvetage sur nous, un parachute sous les fesses, pas moyen de fumer, rien, c'était affreux. On était vraiment mal. Et alors là, quelqu'un qui a été très intelligent, il s'est trouvé, je ne sais plus qui a dit, au fond, nous sommes 14 maintenant dans cet avion. Ce qui serait bien, c'est que chacun raconte son histoire Oui. et dise comment il est venu là. Alors on a trouvé que c'était un très bon passe-temps, et chacun a raconté comment il était arrivé là. Alors il y avait des gens vraiment qui avaient fait des parcours absolument extraordinaires. Et si vous le permettez, Oui. je vais vous raconter le plus extraordinaire des parcours que j'ai entendu ce jour-là. Il y avait à côté de nous, dans l'avion, un garçon jeune qui portait un uniforme anglais, un battle dress, des galons de sergent et qui ne disait pas un mot. Et on a découvert assez vite que c'était un Russe. On l'a découvert parce qu'il y avait parmi nous un commandant yougoslave qui parlait russe. Alors, par l'intermédiaire de cet officier, nous avons connu l'histoire de ce naïf russe. Vous allez voir à quel point naïf, parce que lui, il trouvait ça tout à fait naturel. Il était pilote d'avion, il avait été abattu par les Allemands dans la région de Königsberg 3 semaines avant. Donc, en l'espace de 3 semaines, il avait échappé à l'Allemagne, traversé la Belgique, traversé la France, vu Paris, traversé l'Espagne. Il était arrivé à Gibraltar, il se trouvait dans un avion pour repartir, et il repartait pour l'Angleterre. Et alors lui, il ne voyait là-dedans rien d'extraordinaire. Il avait été pris en main par des réseaux. À l'instant même où son parachute s'était posé en Allemagne, les gens l'avaient pris par la main, et il lui avait fait traverser toute l'Europe, alors qu'il ne parlait pas un mot de français. C'est époustouflant. Absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. D'ailleurs, il y aurait presque un roman à faire avec l'histoire des 14 qui étaient là. 3 semaines pour traverser l'Europe, on fait à peine mieux aujourd'hui. C'est vraiment drôle. Enfin, je précise quand même pour ceux qui nous écoutent que la mission française en question était une mission de la France libre, hein, et non point de vue. De la France libre, bien entendu. Bien sûr. Vous arrivez donc en Angleterre, à quel endroit? J'arrive en Angleterre, j'arrive donc en Angleterre, je ne peux plus situer le jour exactement, mais disons que c'était aux environs du 31 août ou quelque chose comme ça, 1er septembre ou 2 septembre, je ne sais pas 41. exactement. J'arrive en Angleterre et notre avion se pose au fin bout de la Cornouaille, sur un terrain d'aviation qui s'appelait Truro, du nom de la ville qui est à côté. Après avoir voyagé 14 heures, alors on nous dit bien, vous attendrez les ordres qui arrivent. On nous dit, vous prendrez ce soir le train pour Londres, vous allez arriver à Londres demain matin. Qu'est-ce qu'on fait à Londres? Ne vous occupez pas, on s'occupera de vous, vous aurez une escorte qui va vous attendre à la gare quand vous arriverez. Alors, bien sûr, nous prenons le train, et puis nous arrivons à Londres à minuit, ou à peu près, dans un blackout absolu. On sort, à ce moment-là, nous étions 4 ensemble. Nous sortons de ce compartiment de chemin de fer, tout à fait surpris, parce que rien ne ressemble à ce que nous avons l'habitude de voir. Le quai est à la hauteur du plancher des wagons, il y a un taxi qui circule là, dans le noir absolu, et puis pas d'escorte. Alors on cherche, on ne trouve rien, alors on finit par sortir de la gare, et je ne sais trop comment on trouve une pension de famille qui peut nous loger. Alors on se loge, et le lendemain matin, je me dis, maintenant il faut trouver la France libre. Comment faire? Vous ne saviez pas où ça se trouvait? Ah, j'avais aucune idée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends l'annuaire du téléphone, et puis je cherche French. Alors, French, il y en a 2000 à Londres, mais quand même, je trouve French Force. Et je fais un numéro de téléphone, et je tombe sur quelqu'un qui me dit, ah ben oui, mais c'est pas ici. Appelez tel numéro. J'appelle tel numéro, et on me dit, attendez une seconde, on va vous parler, et qui je trouve au bout du fil? Passy. Alors Passy, qui s'appelait de Vavrin avant, Wingate, hein. était un de mes camarades que je connaissais évidemment très bien. Nous avions été au lycée ensemble, à l'X ensemble. Il me dit, c'est bien toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, toute l'Angleterre te cherche, on vous cherche de tous les côtés.
Nous étions notre petit groupe de 4, un des rares groupes qui ait pu entrer en Angleterre sans être immédiatement pris en main par la police anglaise, en fait, qui craignait beaucoup les espions et toutes ces choses-là. Oui. Alors, Passy me dit, bon, bah, reste où tu es, je viens te chercher. Ce qu'il a fait, nous reprenons contact, je lui dis un peu d'où j'arrive. Il me dit, bah, il faut que tu vois le général de Gaulle, tu vas le voir cet après-midi. Bon, entre-temps, on va déjeuner à tel et tel endroit. Et puis, on viendra te chercher, et tu verras le général de Gaulle. Ce qui fait que le jour même, j'ai vu le général de Gaulle à Carlton Gardens. Votre impression? Alors, l'impression, le général de Gaulle était absolument pas ce qu'il est devenu par la suite. En sens que c'était un homme jeune, c'était un homme de 50 ans, alerte, rapide, agréable. Quand on entrait dans son bureau, il se levait, vous disait bonjour, vous offrez une cigarette, vous faisait asseoir. Le contact était très agréable. Et puis, il vous posait des questions, il vous parlait. Alors, le général de Gaulle avait, à ce moment-là, un certain nombre de préoccupations. L'une, c'était le débarquement en Afrique du Nord. Il était tenu hors du coup par les Alliés. Donc, il m'a posé des questions sur ce que j'avais vu à Gibraltar, et je n'étais pas très capable de lui répondre. Mes réponses n'avaient pas grande valeur, en ce sens que j'ai passé 3 jours à Gibraltar, je voyais bien que c'était très peuplé. Mais était-ce plus peuplé qu'avant ou moins? J'en savais rien, puisque je n'y avais jamais été. Et puis il m'a posé des questions au sujet du général Giraud. Il m'a dit, vous connaissez le général Giraud? Je lui ai dit, oui, je le connais très bien. Et il m'a dit, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il a des ambitions politiques? Je dis, vous savez, il ne m'a jamais fait de confidence à ce sujet-là, puis vous devriez le savoir mieux que moi, lui dis-je. Après tout, quand nous étions à Metz, vous étiez colonel, moi j'étais lieutenant. Général Giraud était gouverneur, il était général de corps d'armée. Il me dit, oui, mais vous l'avez vu pendant la guerre, et c'est vrai que avant d'être affecté au groupe d'aviation 135, avec lequel j'ai fait la campagne de mai-juin, enfin en tout cas de 39-40, j'avais été à l'état-major du général Giraud, que je connaissais bien. Je dis, écoutez, non, je ne connais pas franchement, je ne connais pas d'ambition politique au général Giraud, je n'ai aucune idée. Pour moi, Giraud, d'ailleurs, c'était Miles Gloriosus, le beau général d'Image d'Épinal. Je ne croyais pas à une cervelle extraordinaire, donc je lui ai dit non, en ma connaissance, je ne le connais pas maintenant. J'ai fini ma phrase en lui disant, vous savez, avec les généraux en retraite, on ne sait jamais. Hein. Oui, il se méfiait déjà. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'étais, à ce moment-là, je suis entré dans la filière administrative de la France Libre, et j'ai été affecté sans aucune joie au 4e bureau de l'état-major de l'armée. Qui s'occupait de quoi? Dont j'étais le chef. Pardon? Qui s'occupait de quoi, ce bureau? Ce bureau, le 4e bureau, s'occupe des transports, de toute la logistique. Et en fait, en ce qui me concernait, de rien. Cet état-major ne faisait pas grand-chose. Il s'occupait du transport vers l'Afrique, vers d'un certain nombre de gens qu'on envoyait en Afrique, ou de marchandises, ou de... Bon, enfin, c'était fait dans le cadre des transports anglais. Ça aurait pu être fait par un civil. Même la place que j'occupais aurait pu être remplie par n'importe quel civil. Ça n'était pas exaltant. C'était loin de là. Je suis quand même resté 6 mois, qui n'ont pas été inutiles. D'abord, j'ai pu apprendre l'anglais. Je n'ai pas appris l'anglais au lycée. Étant de l'Est, j'ai fait de l'allemand, comme beaucoup de jeunes gens de mon époque, et notamment les militaires. Mais alors, pendant ma période civile au Maroc, j'ai appris seul l'anglais par la méthode Assimil, mais sans les disques, qui n'existaient pas. Et donc, je pouvais lire l'anglais, je pouvais éventuellement écrire, mais parler, c'était affreux, et écouter, je ne comprenais rien. Alors, les 6 mois d'Angleterre m'ont permis d'affiner un peu mon anglais, ça a toujours été ça. C'était utile. Oui. C'était toujours ça d'acquis. Et puis de faire des choses assez intéressantes, qui n'étaient pas forcément réussies d'ailleurs. Par exemple? Eh bien, par exemple, j'avais fait connaissance
à un club militaire d'un général, qui était un général en retraite, rappelé au service par la guerre, qui parlait très bien français, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je le connaissais mieux. Et il m'avait pris en sympathie, et il m'est arrivé de dîner avec lui, ce qui est très rare, parce qu'en Angleterre, dans un club, vous dînez tout seul. Puis prendre le café avec lui à Porto. Puis un beau jour, il m'a dit, écoutez, j'ai un rôle à jouer, moi, au moment du débarquement. Je ne sais pas très bien comment je le ferai. Je suis chargé de l'administration civile des territoires qui seront libérés. Amgot. Amgot. Alors, moi, je me suis dit, c'est quand même curieux, cette histoire-là. Après tout, peut-être que les Français seront capables de le faire eux-mêmes. Enfin, j'ai eu l'idée de l'amener chez le général de Gaulle. Alors, je l'ai... bon, c'était pas très difficile de voir le général de Gaulle à l'époque, aucun problème. J'ai donc demandé un rendez-vous, puis dans les 2-3 jours, j'ai amené le brave général Lee chez le général de Gaulle, où l'accueil a été glacial. Ça a été, mais vraiment, effroyable. Alors, le général de Gaulle s'expliquait très peu. Et je n'ai pas compris, je veux dire que je n'ai pas compris pourquoi il battait si froid quelqu'un qui venait faire des offres de service, en quelque sorte, qui était très gêné de dire « je suis chargé de l'administration des territoires français, mais enfin, c'est aux Français de le faire. Pouvons-nous faire quelque chose ensemble ?» De Gaulle a écouté, alors comme il fait souvent, comme il faisait souvent, froidement, sans vous interrompre, avec beaucoup de courtoisie, mais beaucoup de froideur. « Merci, merci Veil, merci mon général, terminé. » Je n'avais plus jamais entendu parler. Je crois, mon colonel, que vous avez été bien inspiré d'amener ce général à De Gaulle. Et il est probable que cette rencontre n'est pas étrangère aux dispositions qu'il a prises pour que précisément l'administration des territoires libérés fût assurée par des Français et non pas par les Alliés. Oui, je le pense. En tout cas, le général de Gaulle y avait certainement pensé. C'est absolument certain. Mais vous n'allez pas vous éterniser à Londres, votre désir est tout de même de vous engager davantage. Je n'ai pas cessé de demander de quitter ce bureau, et on me disait toujours, bien, dès qu'on aura trouvé quelqu'un, on vous remplacera. Enfin, ça a été fait en avril 1943, et j'ai rejoint à ce moment-là l'Afrique du Nord, par un convoi maritime qui m'a amené à Alger. Je peux évoquer bien sûr. Très brièvement un petit souvenir. Bien sûr. Le convoi dont il s'agit était un convoi de paquebots, un convoi très rapide. Et 4 paquebots étaient taqués à Liverpool, les uns à côté des autres. Et je suis monté à bord de l'un d'eux, suivant les ordres que j'avais reçus. Et ces 4 paquebots se sont déhalés du quai à peu près en même temps. Et tous les passagers, c'est-à-dire probablement une douzaine de milliers d'hommes, se sont mis à chanter la même chanson en même temps, Roll Out the Barrel. C'était vraiment absolument impressionnant. Oui, j'imagine. Arrivé à Alger, je ne sais quel bureau m'a dirigé vers le général Leclerc, alors qu'on aurait pu m'envoyer aussi bien du côté de Koenig. Donc j'ai rejoint la force L. La bataille de Tunisie était finie. Oui, c'était en mai 1943, ça. C'est ça. Et avec donc la force L, je suis reparti pour la Tripolitaine, puisque Leclerc et ses suivants n'étaient pas personne égratée en Afrique du Nord à l'époque. C'était à Sabrata que vous l'avez... Nous sommes allés à Sabrata. On aurait pu s'y rencontrer. Comment? On aurait pu s'y rencontrer. Ah oui, vous y étiez? Première DFL, oui. Elle était à la première DFL. Eh bien, écoutez, j'ai été à une messe qui a été présidée par Koenig en plein désert, enfin sur le terrain, à la mémoire, je pense, des camarades de la première DFL qui étaient morts à Birakem et puis par la suite. Enfin, à cette époque-là, je ne connaissais pas le général Koenig, j'avais fait connaissance du général Leclerc. Et nous sommes restés là que 3 ou 4 mois. Oui. Et revenus ensuite au Maroc,
où le général Leclerc a reçu la mission de former ce qui est devenu la 2e DB et de procéder à l'amalgame des forces qu'il ramenait lui-même avec des régiments que l'on appelait à l'époque pétainistes. J'ai été nommé, il était entendu que je prendrais le commandement d'un groupe d'artillerie, et puis ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, et j'ai pris la direction du centre d'instruction divisionnaire. Ceci m'amène à... Tout de même, je me suis posé des questions. En réalité, je n'ai pas obtenu ce commandement parce que les sentiments antisémites étaient tout de même très développés dans l'armée française à ce moment-là. Même à la 2e DB. Oui, même à la 2e DB, bien sûr. Et on a pensé, et quand je dis on, je pense surtout à Crépin qui commandait l'artillerie divisionnaire, qu'on ne pouvait pas donner à un juif le commandement d'un régiment où il y aurait des soldats indigènes. C'était un centre d'instruction du matériel, sur le matériel. Donc ce centre disposait de tous les matériels, chars, canons, fusils, tout ce que vous pouvez imaginer, qui était donné en dotation aux divisions blindées. J'avais avec moi un certain nombre d'officiers français, 2 officiers américains et une bonne douzaine de sous-officiers américains. Et j'ai vu passer dans ce centre 400 à 500 officiers et sous-officiers de la 2e DB venus s'instruire sur l'usage matériel de ces outils militaires. Oui. Bien entendu, je n'étais pas chargé d'aucune instruction tactique. Ça a été un travail extrêmement intéressant quand même. Et à la suite de cela, le général Leclerc a décidé que je parlais anglais, que je serais son officier de liaison auprès des Alliés lorsque le besoin s'en ferait sentir. Et donc quand nous avons quitté le Maroc pour l'Angleterre, afin de participer au débarquement éventuel en Normandie, c'est dans cette capacité d'officier de liaison que j'ai accompagné le général Leclerc. Alors il y a l'épisode anglais qui est un épisode d'attente en attendant ce débarquement. Il y a un épisode d'attente en attendant que le débarquement ait lieu. On ronge son frein. Ça dure assez longtemps parce que naturellement nous ne participons pas aux opérations de premier débarquement. Et nous avons débarqué, je pense, le 31 juillet en France. Et à partir de là, comment vont se passer les choses? Que verrez-vous jusqu'à Paris de cette Alors là, course je verrai évidemment beaucoup de choses. Le contact avec le général Eslip, qui commande le 15e corps où nous sommes rattachés, est un contact extrêmement agréable. Le général Eslip a un esprit auquel celui du général Leclerc s'adapte bien. C'est un cavalier. Leclerc est un cavalier, nous sommes dans l'arme blindée, la cavalerie, ça va tout à fait bien. Et nous gagnons tout de suite, et notamment le général d'abord avant nous, nous gagnons très vite l'estime de l'armée américaine. Parce que la division, au fond, se bat vite et se bat bien. Après quelques jours d'un certain flottement qui s'est produit dans les premiers combats. Il est vrai que la 2e DB est arrivée, comme l'on dit, gonflée à bloc, et les premiers combats ont quand même été assez sérieux. Il y a eu des tués, il y a eu des blessés, des chars brûlés, etc. Il a fallu au général Leclerc beaucoup de volonté, d'allant, de doigté et de capacité pour que cette division se remette en 2-3 jours à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre. Et pour beaucoup, c'était l'épreuve du feu. Pour beaucoup, c'était l'épreuve. Pas tellement tout de même, parce que un certain nombre d'entre les régiments qui nous avaient été affectés comportaient des officiers, des sous-officiers qui avaient fait la guerre en France pendant la campagne oui, c'est vrai. de mai-juin 40. En tout cas, ça s'est extrêmement bien passé. Et
notre marche a été d'abord vers le sud, puis par un crochet vers l'est, et à partir du Mans, remonter pour fermer la poche de Falaise. Nous nous sommes arrêtés dans la région d'Argentan et Couché. La poche de Falaise n'étant pas totalement fermée, et une partie de l'armée allemande a pu s'écouler par là. À ce moment-là, on est aux environs du 17-18 août. La division reçoit l'ordre de rester sur place. Et au fond, on ne sait pas ce qui se passe. Et le bruit se répand que l'armée Patton ne va pas continuer son offensive vers l'est, que la logistique n'arrive pas à suivre, qu'il n'y a pas d'essence pour une armée entière. Et la deuxième division blindée est affectée à la première armée, qui est immédiatement au sud de la troisième. La troisième armée est commandée par le général Hodges. Et dans cette armée, nous sommes affectés au 5e corps du général Géraud. Le général Leclerc vit assez mal ces journées-là. Il est impatient. On est là à ne rien faire. Il est agacé et vraiment très difficile à vivre. Je crois que ses rapports avec Géraud n'ont pas été fameux non plus. Les rapports avec Géraud étaient terribles. D'ailleurs, je vais vous les raconter parce que j'en ai été l'intermédiaire. Ils ont été si mauvais que le général Leclerc, qui ne craignait rien, m'a envoyé voir le général Bradley. Et le général Leclerc était très, très coutumier de prendre des liaisons à 2-3 degrés hiérarchiques au-dessus de ce qui aurait été normal. D'ailleurs, par parenthèse, lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, je reviens là un peu en arrière, si c'est permis. Ça n'a aucune importance, mais non. Comme lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, avec la 2e DB, le général et quelques officiers dont j'étais étaient arrivés en avion, pendant que toute la division arrivait dans des LST. On a su qu'elle débarquerait dans la région de Bournemouth par là. Et que la zone de cantonnement qui nous était affectée était la région de Doncaster, Hull, c'est-à-dire à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Vous voyez la distance qu'il y a à parcourir, oui. Et le général Leclerc m'a dit, allez, arrangez-vous pour qu'on ait des porte-chars, on ne va pas faire cette distance-là à nos chars. Bon, je suis allé partout où je pouvais aller. Je connaissais pas mal de monde, puisque j'avais été chef du 4e bureau de l'état-major. Je suis donc allé un peu partout au War Office. On m'a dit non, c'est pas notre affaire, ça c'est les Américains. J'allais voir les Américains qui m'ont dit mais non, vous irez sur vos chenilles, tout ça c'est rien. J'en ai rendu compte au général Leclerc qui m'a dit mais il faut aller voir le général Eisenhower. Alors je suis allé voir le général Eisenhower. Tout simplement. Tout simplement. Qui m'a reçu d'ailleurs dans la demi-journée où j'ai demandé à le voir. Et qui m'a ri au nez avec ma question de chenille. Et qui a eu... Alors lui a eu une seule préoccupation. Il m'a dit, écoutez, je suis content de vous voir parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est que vos hommes reçoivent leur courrier. Je vous charge personnellement de me dire, dans les 15 jours qui viennent, si le courrier avec le Maroc fonctionne. Si le courrier ne fonctionne pas, il faut que je le sache et que ça marche. Maintenant, pour ce qui est des chenilles, ne vous en occupez pas. Alors, on a conclu que ces Américains étaient des gentils types et des idiots. En fait, c'est nous qui étions des idiots, parce que nous avions dans la tête l'esprit parcimonieux de l'armée française. On n'avait pas l'idée qu'à la veille de débarquer en France, on donnerait des chenilles neuves, ce qui a été fait. Bien sûr. Alors, de cette même manière, Leclerc m'a envoyé voir le général Bradley, à qui j'ai exprimé le déplaisir du général de se trouver dans une armée de fantassins et qui ne bougeait pas, etc., etc. Alors pour le général Bradley, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ose venir lui dire des choses pareilles. Qu'un général de division envoie un officier de liaison à un général de groupe d'armée pour lui exprimer ses désirs. Alors ça, pour lui, c'était quelque chose de totalement incompréhensible. Mais c'était un brave type, ce général Bradley. C'était vraiment un très très brave type. Et comme il n'a pas voulu que je reste, et par mon intermédiaire, que Leclerc reste sur une impression désagréable, il m'a dit, écoutez, puisque vous êtes là, je vais vous mettre au courant de nos intentions en ce qui concerne Paris.
Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de Paris. Vous êtes un des premiers qui a reçu ces confidences. Comment? Vous êtes un des premiers à recevoir tout ces à fait. confidences. Je pense que ça se passait le 19 ou le 20 août. Mhm. Et alors il m'a emmené dans une grande semi-remorque qui lui servait de salle de cartes. Il m'a montré la disposition du front, où étaient ces deux armées à l'heure actuelle, il savait où était naturellement l'armée qui venait du sud. Et il m'a dit, voilà, notre intention, les instructions que j'ai reçues, c'est de ne pas se battre dans Paris. Nous allons dépasser Paris au nord et au sud très très largement, et puis Paris se rendra quand ils voudront, quand ils en auront envie, mais les ordres sont ne pas démolir Paris. Ah, j'ai dit, très bien, merci mon général, je rendrai compte au général Leclerc. Puis à ce moment-là, j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça. Je lui ai dit, mais mon général, le jour où vous déciderez d'entrer dans Paris, il serait quand même normal que notre division y soit. Et parce que à ce moment-là, j'ai compris l'intérêt politique de la chose. Mais je me suis appuyé sur autre chose. Je lui ai dit, vous savez, nous avons dans notre division des gens qui ont fait Narvik, l'Érythrée, l'Afrique du Nord, etc. Ils méritent vraiment d'être parmi les libérateurs de Paris. Et Bradley m'a dit, mais c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais je ne peux pas vous donner... Mon accord, vous l'avez, mais il ne vaut rien, sans l'accord d'Eisenhower, à qui je vais en parler, et je vais le lui recommander. Et ne vous inquiétez pas, je le vois demain. Très bien. Alors je rentre au PC du général Leclerc, à qui je dis, il n'est pas question de quitter cette armée, mais je vous apporte telle et telle information sur Paris, et ma réaction a été la suivante. Et Leclerc se fout dans une rogne terrible, m'engueule, et me dit, alors quoi, vous avez déjà assez de vous battre, vous avez envie de défiler. Oh, mon général, ça n'engage que moi, hein, ça sera exactement comme vous voulez, hein, moi, je m'en fiche, hein, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, puis c'est tout. Puis je suis parti m'asseoir sur une botte de foin un peu plus loin et me faire apporter un casse-croûte. Bon, 5 minutes après, Leclerc avait réfléchi, vous pensez bien que ça avait pas traîné dans sa tête, il est revenu à côté de moi, j'ai vu sa canne à côté de moi, moi je n'ai pas bougé, je continue à manger dans ma gamelle. Il m'a dit, alors, vous lui avez dit, hein, on veut être les premiers à Paris. Je dis, mais oui, moi je lui ai dit. Bon, ben vous allez y retourner, et puis vous allez lui dire que je veux, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est enclenché toute une histoire qui est assez connue sur justement ce qui s'est dit, ce qui s'est fait avant la décision d'envoyer la 2e DB à Paris, la décision d'envoyer Guilbon en avant avec un groupe léger. Et voilà ce que j'ai... Voilà si vous voulez, mon rôle, pour le petit qu'il a été, dans la libération de Paris. Ah non, il n'est pas mince. Avant Paris. Naturellement, à l'époque, je n'ai pas su ce que d'autres avaient fait, bien sûr. Tout de même, en s'approchant de Paris, quand vraiment la chose a été décidée, nous avons eu des rapports avec les gens de l'intérieur de Paris, qui sont venus voir le général Leclerc, qui ont demandé une action. Bon, l'affaire s'est enclenchée comme ça. Alors, par la suite de cela, beaucoup de gens ont écrit sur Paris. Nous sommes extrêmement nombreux à avoir libéré Paris. Billotte a écrit ses mémoires, Bourdet a écrit ses mémoires, Boissieu a écrit ses mémoires, et un beau jour, Philippe Duplay m'a fait connaître ce que Boissieu avait dit, qui était la chose suivante, que le général de Gaulle, dès Alger, c'est-à-dire bien avant que nous mettions le pied en Angleterre, avait donné comme mission au général Leclerc de libérer Paris et lui avait donné une lettre le nommant gouverneur provisoire de Paris dès son arrivée à Paris. Oui. Alors là, je ne le pense absolument pas. Je suis prêt, je mourrai en jurant que ce n'est pas possible, que Boissieu prend des libertés avec la vérité, qu'il embellit les choses. Alors, Boissieu s'est évidemment voué à défendre la mémoire du général de Gaulle, qui, à mon avis, n'a besoin de personne pour être défendu. Le général de Gaulle est un grand homme.
Le général de Gaulle a rendu à la patrie des services absolument éminents. Il n'a besoin de personne pour être défendu. Et à dire vrai, personne ne l'attaque non plus. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Que le général de Gaulle, avec la profonde pensée politique qu'il avait, ait pensé bien avant d'autres à la libération de Paris, c'est fort possible. Je suis tout à fait prêt à le croire. Mais ce que je ne pourrais pas croire, c'est que le général Leclerc ait participé de cette pensée. Parce que j'ai été l'officier de liaison du général Leclerc en Angleterre et en France, jusqu'à la libération de Paris, et jamais le général Leclerc n'a eu la moindre impatience en ce qui concerne Paris. J'en veux pour preuve le fait que, étant affecté à l'armée Hodge, il aurait dû s'en réjouir, étant donné que l'armée Patton était beaucoup plus au nord. Or, ça ne l'arrangeait pas du tout. Paris, pour lui, n'était pas quelque chose d'important jusque vers le milieu du mois d'août. Par la suite, bien sûr, il a, comme tout le monde, parfaitement compris l'intérêt de la chose. Mais peut-être... Alors, vous savez, les gens qui écrivent l'histoire l'embellissent souvent, la travestissent aussi, et puis quelquefois simplement se trompent. D'ailleurs, je vais vous en donner un petit exemple qui est absolument sans aucune conséquence. C'est justement dans l'affaire de la libération de Paris. La veille de la libération proprement dite, vous savez que le général Leclerc a envoyé drone et un petit élément excessivement léger à Paris pour en fait faire savoir à la population et aux résistants de Paris que nous étions là, que nous arrivions. Le lendemain, le jour de la libération de Paris, nous ne savions pas très bien ce qui allait se passer. Nous ne savions pas si nous allions entrer dans Paris facilement, s'il fallait se battre maison par maison. On n'avait aucune idée. Toujours est-il que moi, je n'avais rien à faire ce jour-là. Nous avions eu l'ordre de fonctionner. Les relations avec le général Géraud n'étaient pas tellement agréables, ce qui fait que je n'avais pas du tout envie d'aller traîner à son état-major. Puis enfin, quand même, la libération de Paris, c'est pas quelque chose qu'on regarde du dehors depuis l'état-major du général Géraud. Alors pendant que tout se mettait en place, au fond, je me suis dit, mais si j'allais à Paris, Drogny est allé, je peux bien y aller aussi. Or, ça a été la chose la plus facile du monde. Je suis parti dans ma Jeep, je suis venu par Gentilly, et puis là, c'était très simple. Paris est plein de Français qui me disaient, mon commandant, passez par ici, passez par là, il n'y a pas d'Allemand dans cette rue, passez par là. Je suis arrivé place de l'Hôtel de Ville sans avoir vu un seul Allemand. Alors, place de l'Hôtel de Ville, j'ai cherché à voir drone, que je n'ai pas trouvé. Alors j'ai traversé le parvis, puis j'ai vu qu'on bougeait un petit peu du côté de la préfecture de police. Alors je suis entré là-dedans, où il y avait en effet beaucoup d'agents de police. Et puis j'ai vu quelques uniformes kaki, et j'ai vu un petit général qui était charmant, puis qui s'est mis au garde à vous devant moi très gentiment. Alors je lui ai dit qu'il ne se frappe pas, qu'il ne se mette pas au garde à vous, que c'était moi qui étais au garde à vous, parce qu'il était général. Et c'était Chaban. Alors Chaban m'a dit, ah mais c'est formidable, vous venez de la division Leclerc, je voudrais beaucoup voir le général Leclerc. Eh ben, je dis, c'est très facile, puisque je suis venu jusqu'à vous, je vais vous ramener. Pas plus difficile, je l'ai fait monter dans ma Jeep, et puis nous sommes ressortis de Paris, comme j'y étais entré, en nous débrouillant pour ne pas rencontrer d'Allemands, puis j'ai amené Chaban à Leclerc. Et puis ils ont fait ensemble leur entrée dans Paris, moi je suis reparti à mes propres affaires à ce moment-là. Alors je vous raconte ça parce que je n'ai pas revu Chaban pendant des années. Et un jour, nous nous sommes rencontrés quand on a fêté le 40e anniversaire de la libération de Paris. Je me suis trouvé dans une petite salle de l'Hôtel de Ville où il y avait des photographies des événements de l'époque, et il y avait là Chaban. Alors je suis allé à lui et je me suis présenté, et il ne m'a certainement pas reconnu évidemment, mais il avait un souvenir très net de cette histoire, il était enchanté qu'on se revoie. Et donc nous nous sommes vus, puis après il y avait un grand dîner, un grand déjeuner à Versailles, au Floralie, à Vincennes je veux dire, donc nous nous sommes reparlés un petit peu. Et puis Chaban, qui était heureux de renouveler un peu son stock
d'histoire à raconter quand on l'interviewait, à raconter cette histoire-là, mais il l'a racontée sous une forme différente. Il a raconté que j'étais lieutenant, que je lui avais été envoyé par Leclerc, enfin, des choses qui sont inexactes, qui n'ont strictement aucune importance, mais qui montrent comment, dans le feu des choses, chacun garde un souvenir qui n'est pas forcément très exact. Et quand l'histoire est écrite, eh bien, après, des inexactitudes peuvent s'y mêler. Alors, dans le cas présent, ça n'a strictement aucune importance, que ma rencontre avec Chaban n'a rien d'intéressant. Mais sur beaucoup d'autres points, c'est tout de même capital que l'histoire retienne comment s'est faite la libération de Paris. Alors, naturellement, les gens comme Chaban ont eu leur rôle, les Féfi ont eu leur rôle, la mission Bourdet auprès du général Patton, etc., tout ça a joué. Donc, je crois qu'on a été un certain nombre à pousser dans le même sens, et puis, après ça, chacun racontait son histoire comme il le voulait. Moi, je n'ai pas raconté la mienne, parce que un jour, en parlant avec le général Leclerc, je lui reparlais justement de ces missions qu'il me faisait faire à des échelons de hiérarchie très élevés, qui n'avaient aucun rapport avec ce que nous aurions dû faire. Je lui dis, vous savez, vous m'avez fait faire des trucs incroyables. Après avoir été votre officier de liaison, je pourrais faire un commis voyageur extraordinaire, je pourrais vendre de la glace à des Esquimaux. Il m'a dit, oui, c'est vrai, quand même, je vous ai fait faire de drôles de trucs. Vous devriez écrire vos mémoires. Alors je lui ai dit, oui, ça c'est faisable, mais vous devriez écrire un art de la guerre. Alors Leclerc m'a dit, ouf, vous savez, l'art de la guerre, hein. Chacun se bat suivant son tempérament. Puis nous en sommes restés là, il ne l'a pas écrit, ni moi non plus. Et vous n'avez pas l'intention d'écrire vos souvenirs? Comment? Vous n'avez pas l'intention? Non, je n'ai pas l'intention d'écrire mes souvenirs, je vais vous dire pourquoi. Eh bien, je me félicite de vous avoir interrogé, en tout cas. Je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais fait. On me l'a demandé souvent, mes enfants m'ont demandé. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça n'est pas vraiment convenable. Vous voyez, les gens qui écrivent leurs mémoires, il y a deux sortes de gens qui écrivent leurs mémoires. Il y a ce que j'appellerais les grands acteurs, De Gaulle, Churchill, des gens comme ça. Bon, leurs mémoires sont sujets à caution. Ils racontent naturellement ce qu'ils veulent bien, de la manière dont ils le veulent, après que les événements se sont passés. Ça n'enlève absolument rien à la grandeur de Gaulle, à la grandeur de Churchill, de leur dire que leurs mémoires sont quand même truffées d'inexactitudes, qu'ils ont arrangé les choses, parce que forcément, ce sont des hommes et ils veulent montrer qu'ils ne se sont jamais trompés. Et puis alors, il y a les seconds couteaux, les gens dans mon genre, qui ont eu la chance d'être mêlés, d'être témoins des événements, et même un peu acteurs de grands événements. Alors ceux-là, ils ont une grande tendance, c'est de montrer que si tel grand homme a fait telle chose, c'est eux qui étaient derrière, qui en réalité ont tout fait. Alors ça, non. Non, 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 non. Et puis vous savez, les mémoires, on sait quoi en penser. J'ai traduit, comme peut-être vous, les commentaires de César. Ah oui. Hein? On sait que même les officiers généraux. Hein? Oui. On va revenir à Paris, à ce mois d'août, car vous avez participé au combat du Bourget. Alors, bien avant ça, il y a eu, ça a été assez compliqué, parce que Paris s'est donc libéré assez facilement, il n'y a pas eu de combat important. Il y a tout de même eu des combats assez curieux. Vous savez, les choses ont toujours un côté tragique, un côté cocasse en même temps. Un côté tragique, par exemple, je connaissais un garçon qui a engagé à la 2e DB, arrivant à Longjumeau, a téléphoné à ses parents à Paris. C'est moi, j'arrive. Et il a été tué en entrant à Paris. Côté cocasse. Eh bien, côté cocasse, je suis allé voir le général Géraud, qui avait élu domicile 4 bis boulevard des Invalides, là où se tenaient autrefois les généraux d'armée du Conseil supérieur de la guerre. Il était d'ailleurs dans le bureau qu'avait occupé quelques années avant le général Giraud. Et le général Géraud voulait absolument que la 2e DB participe à ces combats du Bourget, etc. Or, il avait été décidé par le général de Gaulle, et puis d'accord, tout le monde était d'accord chez nous, que la 2e DB ferait un défilé dans Paris pour montrer que c'était les Français qui étaient là. Alors, le général Géraud m'avait donné un ordre écrit à porter au général Leclerc d'avoir à reprendre les combats dans la minute.
j'ai mis l'ordre dans ma poche, puis je ne suis pas allé voir le général Leclerc parce que je ne voulais pas le mettre dans l'embarras. Donc je suis allé me bagnoder un peu partout dans Paris. Alors, chose cocasse, en quittant le boulevard des Invalides, j'entends une vague canonnade du côté de l'esplanade des Invalides. Alors j'y vais voir, et là je trouve le colonel Rouvillois, qui était à peu près sur l'esplanade à côté de ce qu'est la gare d'Air France, là. Et puis on canonnait un petit peu des Allemands qui se trouvaient dans l'aile du ministère des Affaires étrangères le long de l'esplanade des Invalides. Alors Rouvillois me voit, il me dit, écoutez, je suis tellement embêté, regardez tous ces gens qui sont autour de nous, c'est effroyable. Et en effet, il y avait des quantités de civils qui étaient là comme si eux étaient invulnérables, que les balles des Allemands ne pouvaient toucher que les soldats. C'était stupide. Oh, je dis, mon colonel, je vais vous arranger ça en 5 minutes, ça il ne faut pas longtemps du tout. Il me dit, comment vous allez faire? Je dis, ben, vous allez voir. J'ai cassé la glace d'un avertisseur des pompiers. Les pompiers sont arrivés dans les 5 minutes. J'ai dit aux pompiers, écartez la foule. Et puis, on a pu continuer le combat tout à fait tranquillement. C'est un petit combat. Il y a toujours des choses assez bizarres comme ça. Alors, j'ai passé une journée assez embêté quand même à ne pas pouvoir transmettre cet ordre au général Leclerc, parce que je sentais que je ne devais pas le faire. Et puis, j'ai quand même fini par aller le voir le soir. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Et ça commençait à gronder un peu. Il m'a dit, écoutez, puisque vous avez vu le général Eisenhower, il faut aller le voir, arranger le coup, vous voyez, il faut quand même arranger ça. Où est le général Eisenhower? Alors j'ai cherché un petit peu, puis on m'a indiqué qu'il était à l'hôtel Trianon à Versailles. Je suis allé, il n'y était pas. Alors je suis revenu à Paris. Je ne sais pas ce qui m'a amené place Vendôme. Et là, j'ai aperçu une figure connue, d'un monsieur que je ne connaissais pas, à qui je n'avais jamais parlé. Mais la figure m'était très connue par les photos. C'était le maréchal Tedder, Air Marshal Tedder, qui était l'adjoint d'Eisenhower. Alors, je suis allé me présenter et je lui ai exposé en 3 phrases mon problème. Vous savez, on ne va pas se casser la tête pour ça. Hein. Écoutez, il y a un grand dîner au Ritz, le mieux que je puisse vous dire, venez avec moi, on va aller au dîner du Ritz. Alors nous sommes allés au dîner du Ritz, qui avait des personnes les plus extraordinaires. Il y avait David Niven, qui ressemblait à David Niven. Il y avait le photographe américain Capa, qui a été tué par la suite en Indochine, je crois. Il y avait des généraux, il y avait un peu de tout. C'était une grande liesse. Oui. Vous savez, la prise de Paris, la libération de Paris, je ne sais pas, vous n'y avez pas assisté. Non, non, hélas. C'était une liesse extraordinaire. C'était quelque chose qui combinait à la fois un 14 juillet et l'arrivée du Tour de France. C'était absolument fantastique. C'était quelque chose qu'on ne reverra pas, j'espère d'ailleurs. C'était une ambiance absolument formidable. Eisenhower était là? Non, Eisenhower n'était pas là, je ne l'ai jamais vu. Et puis, enfin, à cette occasion-là, j'ai fini tout de même par trouver le général Koenig, qui m'a dit, écoutez, vous êtes un peu petit pour arranger ça, vous. Laissez-moi le faire, je vais m'en arranger. Et effectivement, il s'en est arrangé. Et on a repris la deuxième DB au général Géraud pour la remettre dans un autre corps d'armée où les relations puissent redevenir normales. Oui, je crois qu'en la circonstance, Leclerc a eu un mot amusant, si ma mémoire ne me trahit pas. Nous vous avons prêté la deuxième DB pour conquérir Paris, vous pouvez bien nous la prêter quelques heures pour défiler Champs-Élysées. J'avais entendu dire que c'était De Gaulle qui avait dit ça, mais je ne suis pas très sûr. Il paraît que c'est Leclerc. Ah bon? Enfin, peu importe. Je crois que c'est pas tellement son style. Non, ça m'a un peu étonné. Bon, c'est pas son style. Enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que la mémoire, quelquefois, vous joue des petits tours. Moi, je suis heureux d'avoir quand même eu d'ailleurs des correspondances avec Philippe Duplay il y a 10 ou 15 ans, parce que ça m'a permis de fixer quand même certaines choses qui peut-être aujourd'hui seraient encore plus évaporées. Oui, certainement. Ça, c'est certain. Oui. Donc, après ce défilé, car il aura lieu, la deuxième DB va retourner au combat. Va retourner au combat. Alors, ces combats, ça va être quoi? Alors, ces combats, vous savez, ça a été mon souvenir n'est pas des combats très, très violents. Les Allemands décrochent. Et en fait, nous nous retrouvons en Lorraine. Pratiquement, nous sommes allés d'Aubervilliers en Lorraine par la route comme des bons touristes.
Alors en Lorraine, là, les Oui, choses ça sera sont, sévère, là. là, les choses sont devenues vraiment sérieuses. Alors à ce moment-là, j'ai quitté le poste que j'occupais auprès du général Leclerc comme officier de liaison parce que l'officier qui commandait le 40e régiment d'artillerie, Mirambeau, avait été blessé à Paris. Alors on ne l'avait pas remplacé tout de suite parce que je ne sais pas pourquoi, probablement pensait-on qu'il allait revenir rapidement prendre son commandement, mais les choses ne sont pas faites. Un soir, Leclerc m'appelle, me fait asseoir à sa table, nous dit non, et me dit est-ce que ça vous ferait plaisir de prendre ce commandement? Je dis oui, 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 bien sûr, avec plaisir. Je pensais bien que pour un officier d'active, c'est certainement plus gratifiant d'exercer sa profession en commandant au feu que d'être officier de liaison, c'est évident. Il me dit bon ben vous prenez ça. J'ai dit oui, mais est-ce que vous en avez parlé à Crépin, qui commandait l'artillerie divisionnaire? Il me dit ah ben non. Eh ben je dis il faudrait quand même lui en parler parce que vous savez que j'ai eu avec lui des problèmes. On ne s'entend pas très bien, vous le savez parfaitement. Hein. Il me dit oui, c'est vrai. Moi j'aimerais mieux que vous alliez lui dire vous-même. Ah ben je suis très bien. Alors le lendemain matin, je suis allé voir Crépin, que vous avez peut-être connu autrefois. Oui, absolument, nous l'avons interviewé longuement. Alors j'ai vu Crépin, les choses sont passées parfaitement bien, je veux dire. J'ai dit à Crépin, écoute, voilà, le général me propose ça, mais il faut que tu sois d'accord, parce qu'on ne peut pas faire la guerre aux Allemands et entre nous. Alors, si tu veux, je prends ce commandement, si tu veux pas, je le prends pas. Il m'a dit non, prends-le, pas de problème, il n'y aura pas de problème entre nous, et c'est vrai, il n'y en a pas eu. Donc j'ai pris à ce moment-là le commandement de ce régiment, qui m'a donné beaucoup de satisfaction, bien sûr. Vous avez eu des pertes lourdes? Pardon? Vous avez eu des pertes importantes en Lorraine? En Lorraine, nous n'avons... Mon régiment, alors là j'étais moins au courant du reste de la division, on n'en a pas eu beaucoup. Nous en avons eu pas mal à Strasbourg, notamment oui. ma section de commandement était bien étriée. Alors ça c'est vraiment un des impondérables de la guerre. Et vous, nous sommes entrés dans Strasbourg et naturellement, dans l'esprit de tout le monde, il y avait le pont de Kehl. Ça va sans dire. Or, le groupement qui était entré dans Strasbourg, le premier, c'est celui de Rouvillois. Le général de Langlade, qui était peut-être encore colonel d'ailleurs à ce moment-là, je ne m'en rappelle plus, arrivait plus tard. Et j'avais étudié très bien avec mes officiers ce qu'on pouvait faire avec l'artillerie. On ne peut pas faire grand-chose en ville avec de l'artillerie. Alors pour finir, j'avais décidé que mes canons se mettraient en batterie dans une des gares de marchandises de la ville de Strasbourg. Il y avait un peu de place pour se déployer. Et moi-même, j'ai filé le plus vite possible vers le pont de Kehl pour voir Rouvillois et voir si je pouvais lui servir à quelque chose. Et alors, en arrivant dans la région du pont de Kehl, là, je suis retombé sur des hommes du groupement Rouvillois. Et je dis, est-ce qu'on peut passer là? Est-ce qu'on peut passer là? Et puis un type nous a donné un mauvais renseignement. Et nous nous sommes enfournés dans une rue où il y avait un beau canon de 88 au bout. Ce qui fait qu'on s'est fait pas mal étrier. Et de ma section de commandement, nous étions 11 militaires, officiers, sous-officiers, soldats. Nous avons été 11 blessés ou morts. 4 morts et 7 blessés. Ah, les pertes étaient assez sérieuses dans les sections de commandement. Dans les batteries, proprement dites, il y en avait quand même beaucoup moins. Et ce pont, vous l'avez franchi finalement? Alors ce pont de Kehl, nous ne l'avons pas franchi parce que... Alors moi, personnellement, ayant été blessé, j'ai été évacué sur l'hôpital de Strasbourg et j'ai perdu contact avec le combat pour quelques jours. En fait, j'ai été remis à l'hôpital de Strasbourg dans les mains des médecins allemands et des infirmières allemands qui géraient cet hôpital, qui étaient tout surpris de nous voir là, qui m'ont d'ailleurs enregistré comme prisonnier de guerre, très gravement, alors que moi je leur disais que c'était eux les prisonniers de guerre, et je me fâchais. Mais comme j'avais perdu beaucoup de sang, ma tête n'était pas très bonne, je parlais moitié allemand, moitié anglais. Enfin, c'était assez drôle. En fait, ma blessure n'était rien. J'avais une blessure au flanc. C'était un éclat d'obus, mais qui était resté dans les muscles. Donc, c'était, pour finir, douloureux, mais rien du tout. Et le soir, le médecin allemand, qui était un civil d'ailleurs,
qui lui m'avait soigné, est venu me voir et m'a apporté une bouteille de vin d'Alsace en me disant « Vous avez raison, mon commandant, c'est nous les prisonniers. » C'est assez amusant. Je suis resté à l'hôpital quelques jours, puis j'ai fini par partir. Un jour au Guilbon est venu me rendre visite, je dis « Écoute, attends une seconde, je m'habille, on s'en va. » Et puis j'ai quitté l'hôpital comme ça. Et ensuite? Donc, ensuite, j'ai gardé le commandement de ce régiment pendant tout le reste de la campagne. Je n'ai donc pas été le témoin direct de cet épisode assez affreux des disputes entre Leclerc et Delattre, qui n'a pas été quelque chose de bien heureux. Et je pense que cet épisode a joué un rôle assez grand dans l'esprit du général de Gaulle, qui a par la suite un peu maltraité Leclerc, notamment quand nous sommes partis en Indochine. Bon alors, la bataille, nous avons participé à la bataille de la Sarre, puis nous sommes revenus à Royan pour donner un coup de main au FFI à qui il fallait donner un succès oui. militaire. Et puis alors ensuite de cela, il y a eu une chose amusante aussi, Royan ayant été pris, on se trouvait tout à fait au début du mois de mai, à la fin de la guerre, et nous n'avions plus de place dans le dispositif militaire américain. Alors, Général Leclerc a agi, je ne sais pas par combien de moyens, mais en tout cas l'un de ces moyens a été moi-même. Et m'a dit, écoutez, puisque vous connaissez bien le général Eslip, vous allez filer en Allemagne, retrouver le 15e corps, et puis arrangez-vous pour qu'on soit dedans. Alors, j'ai fait ça, mais peut-être que d'autres faisaient autre chose pendant ce temps-là. Toutes les missions délicates, en somme. Avec le général Eslip, c'était très facile. Parce que vraiment, il y avait une telle amitié entre nous que ça ne posait pas de problème. Et puis, c'était la fin de la guerre, les choses se détendaient. Oui. Alors, le général Eslip m'a dit, mais écoutez, j'ai vraiment rien à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, j'ai trop de divisions pour ce que je dois faire. Je n'ai aucune place pour vous. Oh, ben, moi, général, je ferai bien un effort. Trouvez un petit coin. Ah, trouvez-nous un coin. Alors, il a dit, oui, je vais vous trouver un coin. Ben, écoutez, la partie droite de l'autoroute. Alors, notre front, c'était la partie droite de l'autoroute. Alors, ça nous a tout de même amené à Berchtesgaden, ça. Bah oui, c'était déjà pas rien. C'était déjà pas si mal. Alors, Berchtesgaden, c'était tout de même pas mal. C'est une bonne manière de finir la guerre. Pas un souvenir amusant de ce... Oh, Berchtesgaden, si... J'ai un souvenir... avant Berchtesgaden, notre division a été stationnée dans un village qui s'appelle Sixdorf. Et Sixdorf, ça veut dire le village de la victoire. Donc assez curieux. Et dans cette pagaille, je peux dire, de fin de guerre, il s'est trouvé que 3 divisions se trouvaient en même temps avoir leur quartier général dans ce village. Ces 3 divisions, c'était la nôtre. C'était la 3e division d'infanterie du général O'Daniel, et c'est la 101e para américaine. Ça faisait beaucoup de monde. Hein. Et ce sont les 3 divisions qui ont obtenu la citation présidentielle américaine. Une coïncidence tout à fait curieuse. Ah. Bon, puis le lendemain, les jours suivants, nous sommes allés à Berchtesgaden. Alors, Berchtesgaden, là aussi, on est arrivé le soir à Berchtesgaden. Alors, Berchtesgaden est une ville où il y a le chemin de fer, c'est une ville ordinaire. Donc, on s'est installé pour passer la nuit. Et moi, j'ai couché dans un hôtel. Mais je dormais mal à ce moment-là parce que cette blessure que j'avais eue à Strasbourg me faisait encore souffrir, quoique n'étant absolument rien du tout. Et donc ça me faisait lever de bonne heure. Alors m'étant levé de bonne heure, moi je me suis dit, après tout, pas la peine de se recoucher. Allons voir. Allez voir. Et je savais qu'il y avait une section qui était montée au Berghof, c'est-à-dire l'endroit où tous les dignitaires nazis avaient leur village. J'ai dit, je vais y aller. Alors je suis parti, à ce moment-là, mon véhicule de combat était une Chevrolet parce que je ne supportais pas ni le command-car ni la Jeep, ce qui me fait trop mal. Et je suis parti avec mon chauffeur et effectivement là j'ai trouvé 1 ou 2 types qui bagnaudaient.
Puis il n'y avait pas d'allemand. Puis j'ai fini par trouver un civil allemand avec une casquette bien cirée, à qui j'ai dit, ben, vous allez me faire visiter l'endroit. Alors il m'a fait visiter les villas de ces messieurs, les dignitaires, l'hôtel du Platterhof, les caves où étaient entassées des quantités de cadeaux que ces messieurs avaient reçus, ou de choses volées, des tableaux, des tas de choses comme ça. J'ai bien visité tout ça, la cave de l'hôtel, j'ai rempli ma voiture de bouteilles de vin pour mon régiment. Juste le retour des choses. Ah oui, c'était la moindre chose. Et puis, dans la villa d'Hitler, dans sa chambre à coucher, il y avait une grande table en chêne, genre un peu table de réfectoire de moine, vous voyez, avec une table épaisse comme ça, devant la fenêtre, une triple fenêtre. Et dessus, il y avait un coffret vide, coffret de cette taille, qui m'a pas paru quelque chose d'extraordinaire, mais que j'ai pris parce que c'était dans la chambre d'Hitler. Tu dis, ça sera toujours un souvenir, je l'ai toujours, et je l'ai inscrit à mon testament pour être légué au musée de la 2e DB. Je crois que c'est vous qui allez, le musée de la ville de Paris, qui va en hériter pour finir. Eh bien, on vous en remercie. J'ai aussi trouvé là un album photo, un bel album qui avait été offert par un des officiers proches d'Hitler, qui lui avait été offert par un officier, avec des photos superbes, ce sont des photos de professionnels que j'ai chez moi, que Madame Lévis a vues. Oui, elle m'en a parlé, il paraît que c'est assez étonnant. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, alors à ce moment-là, j'en reviens à ma visite du Berghof. Vers 10 heures du matin, j'ai vu arriver beaucoup de monde de la 2e DB. Dans les divisions blindées, les choses se passent tard. Parce qu'on combat tard à cause des ravitaillements de nuit, beaucoup d'essence, beaucoup de choses comme ça. Donc les habitudes se prennent, on ne se lève pas de très bonne heure. Alors vers 10 heures du matin, les gens ont commencé par arriver. Et commençait à y avoir pas mal de pillages. Alors moi, je m'étais bien autorisé à le faire, mais j'ai trouvé que ça prenait des tournures un petit peu exagérées, et parce qu'il y avait certainement dans les choses entreposées des objets ayant été volés en Europe, en France notamment, qu'on ne pouvait pas laisser prendre à n'importe qui. Alors j'ai fait venir une section de fantassins pour empêcher les gens d'aller dans les souterrains, et il a été tout de suite fait, on a fait connaître tout de suite à tout le monde que chacun aurait une part de prise. Et ce qui était arrivé, tous les hommes de la division, hommes, officiers, sous-officiers, tout le monde a eu une part de prise officielle des choses qui ont appartenu soit à Hitler, à Göring ou à des gens comme ça. C'était des souvenirs, rien de plus. C'est un beau souvenir. Alors j'ai un livre, j'ai un très 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 beau livre de géographie, imprimé en 1643, une merveilleuse impression, sur bois bien sûr. Le malheur est que ce livre fait partie d'une géographie qui comprenait 20 volumes. Je ne sais pas qui a les autres. Là, il y a forcément dans ces choses-là des... Bien sûr. Des petits... Quand vous regardez derrière vous, mon colonel, à un demi-siècle de distance, quelle est la première réflexion spontanée qui vous vient, ou la première émotion? Écoutez, bien sûr, comme tous nos camarades, nous sommes tous heureux d'avoir fait notre devoir, d'avoir contribué à la libération de la France, d'avoir fait partie de cette cohorte qui a tout de même relevé un peu le nom de notre pays. Ça, bien sûr, vous en êtes, alors nous sommes tous fiers de ça, c'est bien évident. À côté de ça, je suis très heureux d'avoir servi sous les ordres d'un général prestigieux qui était un militaire extraordinaire, qui était un homme de guerre. Je peux dire que Leclerc était un homme de guerre, comme on l'a dit du Grand Condé, avec un regret, c'est qu'il n'expliquait pas. Il n'expliquait pas grand-chose, et il fallait deviner. Ainsi, je me rappelle par exemple la prise de Strasbourg, dont je vous parlais tout à l'heure. Un peu avant que nous entrions à Strasbourg, un itinéraire naturellement nous avait été affecté, et le temps était exécrable. Il pleuvait,
On ne voyait rien. Bon, on avait pris les meilleures dispositions que pouvait prendre. J'avais ordonné que chaque fois qu'un chemin, nous étions sur un itinéraire, chaque fois qu'un chemin perpendiculaire se présenterait, au moins 3 canons déboîteraient et se mettraient en position de tir, parce qu'il n'était vraiment pas question d'aller dans les champs. Malgré nos chenilles, on serait perdu là-dedans. Alors la matinée commençait à s'avancer, il était 9h, peut-être 9h du matin. J'étais avec Massu et nous étions arrêtés par des Allemands. Et nous pataugions, vraiment, nous ne savions pas très bien quoi faire. Leclerc arrive et il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? On lui explique ce qu'on fait. Il dit bon, faites ça, faites ça, faites ça. Et effectivement, ça marche, on se trouve entré à Strasbourg. Alors beaucoup plus tard, je crois que c'était en Indochine, je pense, j'en ai reparlé, je lui ai dit, en général, est-ce que vous vous rappelez tel incident de combat avant d'entrer à Strasbourg, là où j'étais avec Massu, on foiretait, vous avez dit, voilà ce qu'il faut faire et ça a marché. Comment est-ce que vous avez fait ça? Alors Leclerc dit, bon, la chasse à courre. Terminé. Pas d'autre explication. Alors la chasse à courre, ça voulait dire utiliser vos oreilles. Et en écoutant les tirs auxquels nous avions à faire face, il avait compris quelles armes se trouvaient en face de nous, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on devait faire. Mais il n'expliquait pas. Il n'expliquait pas beaucoup. Nous allons conclure sur cette réflexion qui est presque un portrait. La conclusion, c'est que, comme souvent, lorsqu'on interroge des anciens de la deuxième DB, on parle beaucoup du général Leclerc. Pas de doute qu'il a dominé. Il a dominé cette unité, il l'a faite, et sûrement une perte qu'il soit mort si jeune, mais je pense qu'il nous a tous un peu marqués, et que malgré le peu d'explications qu'il donnait, il a quand même su tirer de nous tout ce que nous pouvions donner, mais en même temps, il nous a donné l'occasion d'approfondir, d'améliorer notre professionnalisme. Et un jour, je lui ai demandé quelle était la qualité qu'il prisait le plus chez les hommes, et il m'a répondu, l'opiniâtreté. Voilà.